bienvenue dans le cadre des rendez-vous de l'éco-conception pour un nouveau webinaire. Je suis Adèle Routiot de la société Refashion. On vous propose ces rendez-vous de l'éco-conception tous les mois sous différents formats. Donc, il y a des ateliers d'accompagnement, des webinaires de sensibilisation comme aujourd'hui. Et puis là, l'objectif, c'était de traiter de la thématique de l'ennoblissement. Vous, en tant que participant régulier de nos webinaires et de nos ateliers, vous nous avez remonté que la thématique de l'ennoblissement au sein de l'éco-conception, c'était une thématique que vous aviez envie d'aborder. Donc, on a essayé de traiter votre demande sur cette heure aujourd'hui. Donc, on est ensemble de 9 heures à 10 heures. Je vais laisser mes collègues de l'association Auré se présenter. Auré nous accompagne sur l'organisation des rendez-vous de l'éco-conception depuis 1 an et demi, 2 ans, peut-être maintenant. Et donc, je vais les laisser se présenter et puis nous présenter le programme du jour. Merci Adèle, bonjour à tous et toutes. Juliette Allione, chef de projet Reporting RSE et économie circulaire à l'association Auré. Donc l'association Auré, en 2 mots, nous sommes un réseau qui accompagnons les entreprises et les collectivités dans leur transition écologique au prisme de 3 priorités que sont donc le reporting RSE, la biodiversité et l'économie circulaire. Et c'est dans le cadre de notre priorité économie circulaire que j'ai le plaisir d'accompagner Refashion et donc plus spécifiquement Adèle dans l'organisation et la co-animation de ces rendez-vous de l'éco-conception, comme le spécifiait Adèle. Sans plus attendre, donc quelques règles au sujet de ce webinaire. Vous devez être habitués maintenant, mais il y a toujours des nouvelles têtes qui y assistent. Donc on aime à le rappeler. Donc ce webinaire est enregistré, un replay sera disponible suite à cette session. Vous avez un espace Q&R qui est distinct de l'espace discussion dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On vous demande vraiment de poser vos questions dans cet espace Q&R. La gestion pour nous est plus simple pour pouvoir les traiter au mieux et pouvoir en traiter le plus possible. Sachez également que vous pouvez commenter et voter en faveur des questions que vous souhaitez voir priorisées et remontées. Et ça nous permet aussi de voir un degré d'importance sur les questions. Et la présentation d'aujourd'hui sera envoyée par email à chaque participant à l'issue de ce webinaire. Sans plus attendre, donc l'ordre du jour, une courte introduction qui va s'achever, une présentation concise de Refashion par Adèle afin de vous présenter un peu plus l'éco-organisme et son rôle. Une intervention, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Usha Masika, qui est enseignante-chercheuse à l'ENSITE et au sein du laboratoire GameTex. J'en profite pour la remercier de nous consacrer ce temps pour venir nous parler de l'ennoblissement. Un temps de questions-réponses, suivi d'une courte présentation de la plateforme EcoDesign et un temps de conclusion. Voilà, un ordre du jour assez chargé pour 1 heure. Donc, je vais céder la parole sans plus tarder à Adèle. Et merci à tous et toutes encore pour votre attention et votre présence. Ouais, je vais être brève sur la présentation de Refashion parce que j'imagine qu'il y a aussi des habitués. Donc Refashion, on est l'éco-organisme en charge de la filière textile d'habillement, linge de maison, chaussures. Donc notre éco-organisme, comment il fonctionne? On est un éco-organisme qui est financier. On n'est pas un éco-organisme opérationnel. On a pour objectif d'assurer la prévention et la gestion des déchets des metteurs en marché de textile d'habillement, linge de maison, chaussures. Et on la gère de manière financière et pas de manière opérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on perçoit, vous voyez sur mon schéma tout en haut, de la part des metteurs en marché, donc les marques, fabricants, distributeurs, importateurs, une éco-contribution en fonction des volumes qui sont mis sur le marché. Et cette éco-contribution, on va venir les redistribuer à un ensemble de parties prenantes sur la filière pour assurer la prévention et la gestion des déchets. Donc, le premier poste de dépense de cette éco-contribution, ça va être pour soutenir financièrement les opérateurs de tri. Qui sont les opérateurs de tri? Ce sont les acteurs qui, une fois que le citoyen s'est débarrassé du produit textile ou chaussure dont il ne veut plus, parce qu'il est plus en bon état, parce que c'est plus à la mode, parce qu'il veut faire du tri dans ses placards, les opérateurs de tri, après la collecte, ils vont séparer la fraction qui est réutilisable, donc qui va pouvoir être reportée, de celle qui est recyclable, qu'il va falloir transformer en une nouvelle
un nouveau matériau, celle qu'on peut valoriser énergétiquement et puis malheureusement celle qui n'aura aucune forme de valorisation et qui sera éliminée, donc enfouie ou incinérée sans aucune forme de valorisation. Donc les opérateurs de tri, ils ont pour objectif d'orienter les flux, les gisements, vers les bons exutoires. Ensuite, l'éco-contribution, elle sert aussi à financer les actions de communication que vont mener les collectivités territoriales, donc c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglomération, qui vont sensibiliser les citoyens de leur territoire à déposer leurs articles textiles et chaussures dans des points d'apport volontaires, donc des points qui sont prévus à cet effet, et surtout ne pas les mettre dans la poubelle d'ordures ménagères, peu importe leur état. S'ils sont troués, tachés, on peut quand même les déposer dans ces points d'apport. Et puis pour finir, l'éco-contribution, le dernier gros poste de dépense de celle-ci, il est pour soutenir l'innovation. Donc chaque année, on a un appel à projet qui s'appelle le Challenge Innovation. On a soutenu depuis 2010 à peu près une soixantaine de projets qui nous ont permis de faire émerger des solutions de recyclage qui à terme seront présentes sur le territoire français et européen pour industrialiser le recyclage. Voilà en quelques mots qui est ReFashion. J'ai une petite question pour vous ce matin pour lancer cette semaine et être sûr que vous avez bien compris le rôle de ReFashion. On est une société qui est privée, ReFashion. Néanmoins, on dit agréé par l'État, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges dans lequel sont écrites les missions et les objectifs que l'on doit accomplir. Ce cahier des charges, il se renouvelle. Et la petite question que j'ai pour vous ce matin, c'est le rythme de renouvellement de l'agrément qu'a un éco-organisme. Quelle est sa durée maximale? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 6 ans ou 10 ans? Je parle bien de la durée maximale d'un agrément d'un éco-organisme. Donc, je vais vous proposer un sondage que je lance tout de suite. Donc, à votre avis, la durée maximale d'un agrément d'un éco-organisme, donc le temps dont il dispose sur le cahier des charges pour accomplir ses missions de collecte, de valorisation, de financement des collectivités territoriales, donc ce que je viens rapidement de vous présenter sur le schéma. Quelle est la durée maximale de cette période? 1 an, 3 ans, 6 ans, 10 ans. Vous êtes déjà une bonne partie à avoir participé. Je vais laisser le sondage encore quelques secondes. N'hésitez pas à répondre, hein. On va donner l'explication derrière. Et je vous partage les résultats. J'imagine que vous les voyez. Vous êtes une majorité à penser que c'est 3 ans la durée maximale de l'agrément, juste derrière 6 ans, puis 10, et puis très peu à penser que c'est 1 an. La durée maximale, c'est 6 ans. Donc pendant 6 ans, les pouvoirs publics confient cette mission aux éco-organismes d'accomplir cette mise en place de la prévention et des déchets. Donc en l'occurrence, nous, ReFashion, on est dans ce cadre-là. Pourquoi je trouvais ça intéressant de vous partager ce chiffre ce matin, c'est que actuellement l'agrément de ReFashion, il va prendre fin à la fin de l'année 2022. Au 31 décembre 2022, notre cahier des charges et notre agrément va arriver à terme. Et on est en train de préparer le suivant. Et on vous invite à nous aider à le préparer avec nous. Il y a actuellement une consultation publique qui est ouverte sur ce projet de cahier des charges. Quiconque est le bienvenu pour partager son avis et ses recommandations sur ce projet de cahier des charges qui courra à partir du 1er janvier 2023 et sur les années à venir. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. On vous a mis le lien de la consultation publique dans le chat. Soyez quand même rapide puisque celle-ci se termine le 26 octobre. Mais voilà, on tenait quand même à vous partager cette actualité aujourd'hui avant de passer dans le vif du sujet de ce webinaire qui est l'ennoblissement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Moucha Massika qui vient de Lancet et qui va nous parler de la place
de l'ennoblissement dans la démarche d'éco-conception. Et bonjour tout le monde, ceux que je ne vois pas, mais qui sont présents. Voilà, merci de m'inviter ici. J'ai l'habitude de faire des conférences en anglais au niveau international et donc là, c'est rare que j'interviens. Je suis intervenue ces derniers temps plutôt sur la thématique colorant naturel, qui a été beaucoup demandée. Et donc, je vais partager un peu de mes activités de recherche et un état de l'art que j'ai effectué sur la thématique que vous avez demandé. On m'a demandé de faire un petit exposé sur la place de l'ennoblissement dans la démarche d'éco-conception et un focus spécialement sur le jean, les colorants et les autres procédés d'ennoblissement et quelles sont les bonnes pratiques d'aujourd'hui. Donc, voilà, je me présente. Je suis enseignant-chercheur à l'ANSET, donc École nationale supérieure des arts et industries textiles à Roubaix. Et je suis habilitée à diriger la recherche dans le domaine de éco et biotechnologie pour fonctionnaliser le textile, application en contact avec le vivant. Je suis aussi responsable du parcours à matériaux et procédés durables à l'ANSET en collaboration avec professeur Anne Perwels. Donc, je vais définir ce que c'est les écotechnologies. C'est l'ensemble des technologies dont l'emploi est moins néfaste pour l'environnement que le recours aux techniques habituelles répondant aux mêmes besoins. En gros, ça permet de réduire les consommations en eau, en produits chimiques et en énergie, et ça va permettre aussi de réduire les rejets dans l'eau ou dans l'air. Les biotechnologies, alors là, c'est l'ensemble des méthodes et des techniques qui permettent d'utiliser des organismes vivants ou des composés d'organismes vivants, par exemple des enzymes, qui vont permettre soit de rechercher, modifier ou produire des substances chimiques ou des éléments du vivant. Bien sûr, dans le cadre du textile, on va utiliser des éléments du vivant pour modifier des substances chimiques que sont les textiles. Alors, l'ANSET, c'est une école d'ingénieurs qui forme à peu près 150 étudiants qui sont diplômés par an et cinquantaine de doctorants qui sont en activité de recherche. Et l'ANSET a été classée première parmi les 200 écoles d'ingénieurs cette année pour l'intégration des enjeux à RSE, responsabilité sociale des entreprises. Revenons à notre point. Donc là, on va parler de l'ennoblissement. Donc, l'ennoblissement textile comprend 3 grandes étapes. Le pré-traitement, qui est l'élimination des impuretés sur les textiles. Ensuite, il y a l'étape de coloration et l'étape de fonctionnalisation pour donner des propriétés spécifiques au textile. Bien sûr, après le pré-traitement, on fait un blanchiment, surtout si on veut avoir des nuances claires. Alors, le pré-traitement qui inclut l'élimination des impuretés, par exemple sur le coton, même si c'est naturel, il y a des cires hydrophobes à la surface qui empêchent le colorant de rentrer à l'intérieur de la fibre. Du coup, il faut enlever ces matières hydrophobes et pour pouvoir bien teindre le coton. Donc, le coton peut être aussi mercerisé pour augmenter sa résistance mécanique. Et si on prend la laine contient des écailles et on recherche toujours à enlever ces écailles parce que c'est la cause du rétrécissement ou du feutrage de la laine. Et si on prend des fibres chimiques, alors on aura des huiles d'enzymage qu'il faut enlever bien sûr pour pouvoir mieux teindre. Voilà, les blanchiments peuvent se faire chimiquement ou on peut aussi mettre des azurants optiques comme on peut le voir ici. Alors, pour la coloration, on peut teindre. La teinture, c'est la diffusion des petites molécules colorées à l'intérieur de la fibre, alors que lorsqu'on fait l'impression pigmentaire, on va immobiliser des pigments colorés à la surface de la fibre en utilisant des agents liants ou réticulants. On peut enduire des tissus, on va bloquer les pores, ou encore on va enduire des fibres avec des polymères fonctionnels pour apporter différentes propriétés telles que la déperlance, l'inifugation ou des propriétés antimicrobiennes au textile. Bien sûr, ces propriétés vont dépendre aussi des natures des polymères qu'on va fixer à la surface des textiles.
Alors, tous ces procédés, bon, souvent, ça se passe en présence des agents chimiques à des hautes températures, en présence d'une quantité énorme d'eau. Donc, là, souvent, on va aller jusqu'à 95 degrés et dans le cas du polyester, jusqu'à 130 degrés. On va effectuer des étapes de rinçage et puis de séchage aussi, ce qui va consommer aussi beaucoup d'énergie et c'est un procédé qui consomme beaucoup d'eau et des agents chimiques et bien sûr avec des émissions, surtout dans l'eau. En ce qui concerne les molécules chimiques, donc les colorants toxiques sont interdits en Europe parce que leur utilisation a été réglementée et toujours réglementée par REACH. Par contre, il existe toujours des molécules qui présentent certaines toxicités et ou écotoxicités comme les sels d'ammonium quaternaire ou des nanoparticules d'argent parce que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver des molécules pour les substituer. La recherche est toujours en cours. Donc, on peut teindre, on peut ennoblir le textile à différentes étapes. On peut teindre les fibres, les fils, les tissus ou les tricots. Et voilà un peu le graphique qui montre, lorsqu'on compare la filature, tissage, ennoblissement et la confection, que la consommation de l'eau et de l'énergie est très élevée pour l'étape d'ennoblissement. Alors, si on vient à notre histoire de jeans, c'est à peu près 11 000 litres d'eau utilisée pour un pantalon jean. Alors, bien sûr, ce chiffre, ça correspond plus à un jean qui est fabriqué à partir du coton non biologique, c'est-à-dire à l'étape de l'agriculture aussi, on va consommer beaucoup d'eau. Alors, si on prend un peu le chiffre mondial, la quantité d'eau utilisée par an pour teindre le textile, c'est à peu près 5,8 trillions, c'est en anglais, donc c'est 10 puissance 18 litres d'eau utilisée par an pour teindre les textiles. Et on va aussi en rejeter dans l'eau. Donc, on consomme beaucoup d'eau. Et en Europe, on a la chance que les entreprises ont des stations d'épuration qui vont pouvoir épurer surtout les colorants, mais ne vont pas tout dégrader. Et ces stations d'épuration vont encore consommer d'eau, d'énergie pour pouvoir épurer l'eau. Du coup, on consomme beaucoup d'énergie pour ennoblir, pour sécher et pour épurer l'eau. Maintenant, si on prend le cas de jeans, alors le jeans est fabriqué à partir du coton qui est biodégradable. Par contre, imaginez toutes les microfibres qui vont partir dans les océans en se biodégradant si on a immobilisé des molécules toxiques à l'intérieur des fibres ou des molécules qui ont des impacts sur l'environnement. Ces molécules ou ces particules vont être larguées et vont constituer un danger pour l'environnement. Alors, focus sur le jean, alors les colorants utilisés et les nouveaux procédés proposés par des industriels. Donc, comme je viens de le dire, on consomme beaucoup d'eau. Regardons un peu la population mondiale d'aujourd'hui, c'est 7,7 10 puissance 12. Et le métrage de dénime qui vont être fabriqués par an, c'est 15 10 puissance 12 mètres de dénime qui vont être fabriqués, c'est approximativement 66 000 tonnes de poudre d'indigo pour teindre tous ces pantalons de jean. Maintenant, on va aller regarder les étapes de production des tissus pour le dénime. Alors, en général, on a des fibres de coton donc, qui sont transformées par la filature en fils. Ces fils sont mis sur la machine à tisser. Donc, les fils sont parallèles les uns par rapport aux autres. Et ensuite, on va venir y insérer plus tard les fils de trame. Mais avant d'insérer les fils de trame, avant de tisser, on va devoir débouillir pour enlever les cires hydrophobes qui sont à la surface des fibres afin de pouvoir les teindre. Donc, alors, ce procédé de débouillissage va aussi consommer d'eau, de produits chimiques et d'énergie. Et ici, vous pouvez voir dans le schéma suivant les fils de chaîne qui vont passer dans plusieurs bacs d'imprégnation et plusieurs bacs de rinçage pour juste effectuer le débouillissage. Donc, très consommateur en eau. Donc, après avoir débouilli, on va procéder à l'étape de la teinture que je vais zoomer tout à l'heure. Donc, voilà, je vais juste mettre nos fils de chaîne qui sont colorés en bleu. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais avant de tisser, après avoir teint les fils, on va devoir mettre de l'amidon, un agent d'encollage pour augmenter la résistance mécanique des fils de chaîne
et c'est ensuite qu'on vient tisser. Eh bien, les fils de trame ne sont pas colorés, ils sont plutôt blanchis et ce sont des fils de trame qu'on va insérer dans les fils de chaîne pour former la structure spécifique des dénimes. Et ensuite, on va procéder à l'étape de désencollage. L'étape de désencollage, c'est maintenant écologique parce qu'on utilise des enzymes comme on a utilisé l'amidon. Imaginez-vous dans notre salive quand on mange le pain est composé d'amidon. Donc, on a des enzymes dans notre salive qui permettent de transformer l'amidon en sucre. Et du coup, au niveau industriel, cette étape est déjà traitée écologiquement en utilisant des enzymes. Donc, ensuite, on a l'étape de confection et on va passer à l'étape de délavage. Donc, je vais zoomer sur ces deux étapes, premièrement sur la teinture et sur le délavage qui ont des impacts très négatifs sur l'environnement. D'abord, donc on a dit qu'on teignait les fils de chaîne avec de l'indigo qui est bleu. Voilà, les fils de chaîne. Et voilà, qu'est-ce qu'il a en fait, on obtenait l'indigo à partir des feuilles d'indigotier. C'était l'imminent chercheur qui a eu le prix Nobel, Adolf von Baeyer, qui découvrit la formule chimique de ce colorant. En fait, il recherchait la formule de l'aspirine qu'on obtient aussi à partir des feuilles. Et là, il a trouvé la formule chimique de l'indigo. Voilà, et c'est cet indigo naturel qui était utilisé pour teindre le coton et donc teindre le jean à l'époque. Alors, ces feuilles d'indigotier, zoomons un peu sur une seule cellule végétale. Alors, on va rentrer un peu dans la biologie sans aller trop en détail. C'est juste, c'est une cellule, il y a le noyau, mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a une vacuole et il y a des chloroplastes. Et dans le vacuole, en fait, il y a un élément qui est incolore. Alors que dans le chloroplaste, il y a des enzymes. Alors, ces enzymes, ce sont des biocatalyseurs qui vont catalyser des réactions. Donc, lorsqu'on va broyer, on va macérer les feuilles, l'enzyme relarguée par les chloroplastes va être en contact avec ce précurseur qui est incolore et va former l'indole qui va se dimériser puis oxyder et ensuite former l'indigo. Donc, c'est cet indigo qu'on utilisait pour teindre les pantalons en jean. Par contre, attention, cet indigo bleu est insoluble dans l'eau. Alors, pour ceux qui sont textiliens ceux qui nous écoutent, c'est le procédé de colorant de cuve qu'on utilisait. Par contre, colorant de cuve, c'est-à-dire le colorant est insoluble dans l'eau, il ne veut pas rentrer dans la fibre de coton qui est plutôt hydrophile. Alors, du coup, on va le faire devenir soluble, cela en utilisant, à l'époque, on utilisait la chaux et du glucose qui va pouvoir réduire le bleu d'indigo à un colorant hydrosoluble qui est de couleur jaune. Et c'est ce colorant jaune qui va diffuser au cœur de la fibre de coton et on va procéder ensuite à une étape d'oxydation pour obtenir à la fin un colorant insoluble à l'intérieur de la fibre du coton, c'est-à-dire une coloration qui a une très bonne solidité au lavage, puisque ce sont des colorants insolubles qui n'aiment pas l'eau et donc l'eau a du mal à les enlever de la fibre de coton. Et ensuite, il y a eu, avec tout le pétrole, la synthèse de polyester, polyamide, il y a eu aussi de la synthèse de l'indigo chimiquement. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les structures moléculaires, dans toutes les réactions chimiques, mais c'est juste l'élément de base utilisé pour la fabrication de l'indigo bleu, c'est l'analine. L'analine qui est en fait mutagénique. Et en fait, lorsque vous achetez de l'indigo de synthèse, il risque d'avoir une certaine quantité de cette analine qui est présente et cette analine si ça va sur le jean, le jean va devenir toxique. Donc, pour la teinture en entreprise, lorsqu'on va teindre ces fils de chaîne, on a encore 6 à 15 bacs d'imprégnation. Donc, on va imprégner avec l'indigo qui a été solubilisé en colorant jaune. Et vous voyez, ça devient vert au début et puis en s'oxydant, ça devient tout bleu. Donc, voilà. Donc, 6 à 15 bacs d'oxydation sont nécessaires pour teindre les fils de chaîne. Non pas seulement ça, mais après la teinture, il faut laver.
parce que il se peut qu'il y a des colorants qui sont physisorbés à la surface de la fibre et du coup, ça va partir dans les bacs de lavage. On peut avoir des quantités résiduelles de l'ananine qu'on a discuté tout à l'heure, qui est les molécules de départ de synthèse de l'indigo. On va aussi avoir des éléments réducteurs tels que l'hydrosulfide de sodium qui sera présent dans les eaux de lavage. Voilà, ça c'était un état de l'art de ce qui existe, a toujours existé depuis très longtemps avec l'industrialisation des jeans. Donc, la solution proposée, je vais proposer, il y a à peu près 3 à 4 solutions. Je vais proposer la première solution qui est proposée par l'entreprise Archroma. Donc, eux, ils proposent de substituer le colorant indigo par un colorant au soufre pré-réduit, c'est-à-dire qu'il est déjà couleur jaune, pré-réduit, forme soluble, et qui va diffuser rapidement à l'intérieur du tissu, puis on fait l'oxydation. Voilà la formule chimique de ce colorant de soufre réduit. Donc, il y aura en fait, au lieu d'avoir 6 à 15 bacs d'imprégnation, on va avoir un seul bac d'imprégnation. Et ensuite, on va aussi mettre des agents cationisants avec pour pouvoir mieux épuiser le bain, c'est-à-dire l'agent cationique va se fixer sur le textile, sur le coton et va aussi fixer les colorants. On a à peu près 92% moins d'eau utilisée, 30% moins d'énergie et 0 rejet dans l'eau. Ensuite, deuxième solution, c'est la Smart Indigo. Ici, on va utiliser un procédé électrochimique pour teindre le pantalon en jean. Voilà les installations pour ce procédé. Alors, c'est quoi exactement? C'est juste, rappel, le colorant indigo est insoluble dans l'eau. Donc, au lieu d'utiliser des agents chimiques pour faire la réduction, c'est-à-dire réduction alcaline, au lieu de solubiliser en utilisant des agents chimiques, on va ici utiliser des dispositifs électrochimiques afin de solubiliser le colorant. Et après, il y a diffusion du colorant, puis oxydation classique. Donc ici, vous voyez le dispositif qui est utilisé. Donc, on a le colorant bleu, le colorant insoluble, et là, on a le colorant soluble. Ils sont connectés à l'anode et cathode, et du coup, la circulation du bain permet de réduire, de solubiliser ou de rendre le colorant insoluble. C'est-à-dire, à la fin, lorsqu'on a fini de teindre, il y a des colorants qui restent, on peut le réutiliser. Au lieu que ça aille dans le bain de rejet, on peut le resolubiliser et le réutiliser. Ici, à gauche, vous pouvez voir le graphique qui montre à peu près 75% de réduction de consommation d'énergie lorsqu'on utilise ce procédé. Alors, ce procédé a été, ici, vous voyez une installation au Vietnam de ce dispositif, le Smart Indigo électrochimique, procédé électrochimique. Je vais venir au troisième maintenant, qui est teinture par technologie mousse. Ça, c'est utilisé par Wrangler. Wrangler qui travaille en collaboration avec l'entreprise Royo pour utiliser cette technologie mousse. Alors, pour les dames, vous qui avez l'habitude de teindre vos cheveux avec la mousse, alors vos cheveux contiennent de la mousse, mais aussi des colorants. Alors, lorsque vous mélangez le colorant, il est jaune et après, sur le cheveu, ça prend différentes couleurs. Moi, je mets du noir. Maintenant, j'utilise que du végétal, hein, j'utilise plus les produits chimiques. Mais bon, c'est un procédé très, très facile, très simple pour colorer vos cheveux. Donc, du coup, on va utiliser des procédés mousse pour teindre le tissu de la même manière. Alors, voilà. Donc, on va fabriquer la mousse, on va mélanger des colorants et ensuite, on va faire passer le tissu au travers de 2 foulards et dans la mousse. Il y a ensuite l'étape de vaporisage et de lavage. Donc, la mousse, c'est quoi exactement? Alors, pour les étudiants de l'ANSED, vous vous rappelez les tensioactifs. Donc, vous avez une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Et si on prend la mousse, donc la mousse, c'est parce que vous lavez vos mains avec du savon, ça va mousser. Et donc, la mousse a besoin de très petites quantités d'eau. Donc là, c'est une fine pellicule d'eau
et à l'intérieur, c'est que de l'air. Alors, si on zoome sur cette fine pellicule, on voit que les tensioactifs s'orientent, les parties hydrophiles s'orientent vers l'eau et la queue hydrophobe va s'orienter vers l'air. Et du coup, on peut immobiliser des colorants solubles ou insolubles dans cette fine pellicule d'eau. Par contre, lorsqu'on va écraser les mousses par le foulard, on va détruire les mousses et on va relarguer les colorants qui vont aller se fixer sur le textile ou sur nos cheveux, si on est en train de teindre nos cheveux. Alors, au niveau industriel, on est obligé d'utiliser une enceinte fermée parce que rappelons que le colorant risque de s'oxyder avant de rentrer dans la fibre. Donc, du coup, on travaille dans un milieu fermé pour éviter l'oxydation prématurée du colorant. Alors, voilà le dispositif qui a été mis en place par l'entreprise Royo qui, voilà, vous avez les fils de chaîne qui va rentrer ici, qui va être foulardé. Ça rentre dans un enceinte fermé où il y a une fixation ensuite par la vapeur. Quelques chiffres, on a 89% de moins de produits chimiques, moins d'énergie et bien sûr, on va gagner en eau puisque la mousse, c'est que des fines pellicules d'eau. On a plus d'air que d'eau. Alors ensuite, je vais finir la teinture par cette entreprise américaine, Stony Creek Colors, qui travaille avec Wrangler, mais aussi avec des agriculteurs pour extraire l'indigo. L'indigo qui est une plante légumineuse enrichissante, c'est-à-dire ça fixe l'azote et ça enrichit le sol. Alors, j'ai fini sur les procédés des teintures. Donc là, on va tisser. Une fois qu'on a teint, on va tisser, on va fabriquer, on va coudre le jean et on va délaver. Alors, le délavage, donc l'objectif, c'est d'atteindre l'aspect délavé. Le procédé classique, donc il existe aussi le sablage, j'ai pas mis de photo de sablage, mais bon, c'est le procédé stonewashing. Pourquoi on appelle stonewash? Parce qu'on va prendre justement des stones, des pierres ponces combinées des fois avec permanganate de potassium qu'on va laver dans les machines pour donner cet aspect un peu usé des pantalons jeans. Alors, on peut le remplacer, je vais vous montrer les différents procédés qu'on peut utiliser. Donc, le premier procédé, on l'appelle du biostoning parce qu'on va utiliser des enzymes pour dégrader le pantalon. Voilà, les enzymes qui vont venir ronger la surface teint. Bon, là, j'ai pris une jupe. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une jupe, mais j'ai pris une jupe. Voilà, on va pouvoir dégrader la jupe déjà colorée, soit avec des cellulases. Les cellulases, ce sont des enzymes qui vont digérer, qui vont dégrader la cellulose. On peut aussi, au lieu de dégrader la cellulose, dégrader le colorant. Dans ce cas, on utilise une enzyme, la lacase. Alors, l'avantage avec les enzymes, ce sont des molécules produites par la nature. Donc, la nature sait très bien les biodégrader et on a besoin de très faible quantité d'enzymes pour effectuer ce délavage. Et ces enzymes sont actives à des températures ambiantes. Imaginez, dans notre tube digestif, on est à 37 degrés et les enzymes sont actives, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'élever la température jusqu'à 90 degrés pour effectuer ce procédé. Alors, attention, les biotechnologistes ont beaucoup travaillé sur ces cellulases. Dans la nature, le coton se biodégrade parce qu'on a des enzymes qui vont dégrader des parties cristallines et des zones amorphes. Or, pour ce procédé de biostoning, on va utiliser des enzymes qui dégraderont que les zones amorphes de la cellulose. Du coup, on ne dégrade pas complètement le textile. Ici, on voit l'utilisation on a l'intensité de couleur en fonction du temps, en présence de l'enzyme lacase qui va dégrader plutôt le colorant. Et là, c'est l'hypochlorite de sodium, c'est le javel. Donc, c'est très, très rapide avec l'enzyme, c'est assez lent. Donc, on peut bien contrôler le degré de blanchiment, de délavage avec ces enzymes. Concernant les enzymes, on a aussi des estérases qui sont utilisées, c'est plutôt pour les colorants en soufre, là c'est plutôt pour les jeans couleur noire qu'on utilise ces estérases qui vont plutôt hydrolyser des groupements esters.
Alors, ces enzymes ne sont pas très utilisées à cause de problèmes de reproductibilité, hein, donc ils ne sont pas très utilisés en entreprise. Il y en a une que j'ai trouvée, Dénétique, qui fait la publicité sur les jeans qui ont été délavés par les enzymes. Maintenant, on va le deuxième procédé qui est le délavage avec l'ozone. Alors, l'ozone, c'est O3, 3 atomes d'oxygène. J'ai pas fait la chimie, sinon ça. Enfin, je n'ai pas mis les formules chimiques, sinon ça va encore tout compliquer. C'est 3 atomes d'oxygène. On excite l'oxygène, ça se coupe en deux. Il y a un oxygène qui se retrouve tout seul, il est super excité. Et il se combine avec l'oxygène moléculaire pour former un O3 qui est l'ozone. Alors, l'ozone peut être soit en forme de vapeur, soit dissous dans l'eau. Il y a 3 différents industriels qui fabriquent des machines qui permettent de traiter et de délaver les jeans avec l'ozone. Je vais prendre le cas de Genealogia. Vous avez d'abord l'oxygène qui est activé ça peut être par un plasma, par exemple, et ensuite on va venir souffler ce gaz dans de l'eau et on va ainsi former des espèces de nanobulles. Alors, les nanobulles par rapport aux microbules sont beaucoup plus stables, ça ne s'explose pas rapidement, ça reste assez constant. Et alors, je vais mettre plutôt ce slide d'abord. Alors, à l'interface des microbules ou des nanobules de l'ozone et de l'eau, on a une réaction qui se passe, c'est-à-dire l'ozone est transformé en oxygène alors que les hydroxyles de l'eau sont transformés en des radicaux libres très réactifs. Donc, le OH, c'est un radical libre qui va pouvoir attaquer les jeans, mais c'est aussi très utilisé, par exemple, dans la désinfection, tuer les micro-organismes, etc. Je reviens à mon slide ici. Alors, quelle est la quantité économisée en eau? C'est 65% parce qu'on utilise quand même un peu d'eau pour créer les radicaux libres d'hydroxyde en présence de l'ozone. Donc, 80% de réduction en agents chimiques utilisés et 20% en énergie. Voilà, ça c'était l'ozone. Et là, c'est toujours Genealogia qui utilise la technologie laser qui est très connue partout, hein. Donc, on va venir dégrader le jean avec du laser. Donc, on va presque brûler les fibres mais avec une manière très contrôlée, très dirigée et bien positionnée à des endroits spécifiques. Du coup, on va créer des schémas que vous pouvez le voir, les jeans caractéristiques, les designs caractéristiques avec ces technologies. Enfin, je n'oublierai pas parler de qui se sont regroupés, donc Archroma qui fait les colorants au soufre et Genealogia pour faire des jeans plus écologiques. Alors, pour conclure, j'ai pas grand-chose à dire que de résumer un peu qu'on a vu des nouvelles technologies, des écotechnologies qui sortent. Là, Archroma qui propose à la place de l'indigo une teinture au colorant de soufre avec des réductions en quantité d'eau et d'énergie. Wrangler qui utilise plutôt le procédé mousse, Smart Indigo, les procédés électrochimiques. Et on a vu l'utilisation des enzymes, de l'ozone et de laser pour le délavage des jeans. Ensuite, on en a un autre. Si vous allez sur le YouTube, vous verrez aussi le Dye Pro de Calic. C'est une technologie nouvelle, donc j'en parlerai pas trop parce qu'il reste très confidentiel. Voilà. Donc avec cette petite présentation, je finis ma présentation. Vous avez mon adresse email ici. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Usha. On est parfaitement dans les délais pour commencer une session de questions-réponses. Donc, tout d'abord, merci pour votre présentation. Alors, on avait une question, donc quelqu'un qui demandait
Dans le cas où on veut réaliser un procédé plus environnemental, peut-on ne pas colorer le fil et ne pas retirer la cire naturelle du, euh, du matériau? Si vous n'enlevez pas la cire naturelle, ça va rentrer moins facilement. Ça sert à rien de mettre des colorants, ça va rentrer moins facilement à Mm. l'intérieur. Donc, c'est un procédé quand même qui reste essentiel pour ensuite colorer Oui. plus efficacement. C'est vrai qu'on avait globalement pas mal de questions à les regarder là on a vu avec votre présentation et merci d'avoir réussi l'exercice de faire quelque chose de concis et technique à la fois. Il y en avait pas mal de questions sur la réduction du nombre d'étapes qu'il pouvait y avoir. Mhm. Il y avait par exemple une question de Laurence qui travaille sur le linge de maison Mhm. et qui se demandait quel était le minimum pour garder la partie fonctionnelle liée à l'usage. Par exemple, pour faire des torchons, des nappes, des tabliers, etc. En fait, globalement, là, il y a pas mal de questions sur comment on peut réduire la quantité d'étapes. On l'a bien vu avec votre présentation. Les procédés d'ennoblissement demandent un certain nombre d'étapes à chaque fois sur la Non, mais c'est fonctionnalisation c'est surtout les jeans, hein. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est, moi j'ai vu par exemple cultiver du coton qui devienne bleu tout seul hein, dans la nature. On n'aura plus besoin de teindre. Et ce qui est contradictoire, c'est qu'on enlève la cire naturelle et après on va en remettre pour rendre le tissu hydrophobe, déperlant. Ouais, donc pour vous, en fait, la réponse, c'est si on veut apporter des propriétés quand même à son produit, qu'elles soient de couleur ou fonctionnelles, Mm. il faudra passer par des étapes d'ennoblissement. Peut-être que, par exemple, la machine à laver avec l'ozone, ils arrivent à colorer. Ils sont en train de travailler sur la coloration et sur le dépôt d'agents d'apprêtage en même temps. Mais c'est Ouais, un cours d'étude. Et du coup, ok. ils font tout le tissu il est en blanc et ils font la couture et c'est le vêtement qui est teint à la fin et qui est en oubli. C'est-à-dire, on met l'apprêtage, du coup, on a moins de déchets aussi à la coupe. Enfin, si, le déchet à la coupe, c'est blanc. Il n'y a pas de colorant dedans. Ouais, donc une des solutions, ce serait d'essayer de regrouper les différentes étapes à un moment de la chaîne de fabrication du produit. C'est une des solutions qui pourrait exister, quoi. Alors, pour le polyester, ça existe maintenant avec le CO2 supercritique, mais comme pour la présentation n'était pas dessus, Mhm. j'avais préparé quelques slides, mais après j'ai dit oh non, ça va faire trop long. Le CO2 supercritique, c'est super intéressant parce que on utilise du CO2 qui est le déchet des entreprises. On va pouvoir teindre avec sans utiliser de l'eau. On va pouvoir mettre des apprêts, on va pouvoir enlever l'enzymage, etc. Donc, c'est une technologie qui va permettre aussi d'enlever le colorant et l'enzymage avant de faire du recyclage. Du coup, on enlève tous les éléments. On a des meilleures qualités de textile en fin de vie pour pouvoir le recycler. Ça, c'est pour le polyester. Ça ne marche pas avec le coton. Pourquoi? Parce que le CO2, on a besoin de l'eau, la présence d'eau pour teindre le coton avec le CO2 supercritique. Et le CO2, du dioxyde de carbone plus l'eau, ça fait l'acide carbonique. Et ça va endommager le textile. L'acide, ça endommage le coton. Il y avait une question également donc de Héloïse Vibrac. Hormis les potentiels aspects de coût, qu'est-ce qui justifie l'usage de l'indigo de synthèse versus l'indigo naturel et les Je aspects suis pas et du les tout, aspects. je suis plutôt chercheur, je suis pas commercial, je connais pas le prix actuel de l'indigo de synthèse. Hmm. Moi-même, je me teins les cheveux avec l'indigo, les feuilles. J'utilise des feuilles exclusivement pour avoir du noir. Ça réussit, hein. Ça marche bien. Et là, il y a tous les industriels de la chimie, hein. Vous ne pouvez pas aller Hmm. contre eux, hein. Ok, donc oui, mais ce serait plutôt les plus et les moins, l'indigo de Non, synthèse versus l'indigo naturel. non, mais ça, il n'y a que le riche qui peut réglementer ces choses. On avait aussi une question sur la teinture en masse comme solution écologique. Est-ce que selon vous,
Ce serait Bah, vraiment écologique. le coton, on ne peut pas le teindre en masse parce qu'elle est déjà à l'étape de fibre. Il y a que, par exemple, si on produit la viscose qu'on va pouvoir le teindre en masse, qui est une cellulose. OK? Donc, en masse, teinture en masse. Et on peut teindre, mais après, il faut réfléchir que les microfibres qui sont produits lors du lavage, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Non, mais ce serait une bonne solution. Je pense que Tencel le fait, hein. Ils sont en train de travailler sur le dope, ça s'appelle du dope dyeing. Ils font la teinture avant d'extruder les fibres de viscose. Mais les procédés de fabrication de viscose ne sont pas toujours écologiques. Il y en a qui, par exemple, avec les procédés ioniques et les procédés avec des solvants lyocell, c'est un peu plus écologique. Mais voilà. Après, c'est une couleur. On impose la couleur. Oui, bien sûr. Mais voilà, et après, on peut pas faire trop de dégradé, on peut pas trop dégrader le tencel. Pourquoi? Parce que c'est des nanofibrilles dans une fibre. Si vous frottez trop, ça va créer beaucoup de nanofibrilles à la surface. Bon, ça les rend. Du coup, c'est super absorbant, hein. Ça peut être utilisé pour certaines applications, mais par exemple pour le jean, ça va fibriller beaucoup à la surface. Et du coup, vous lavez, la fibre, elle part avec ses colorants. On avait aussi une question sur l'utilisation de l'ozone pour décontaminer les tissus. Est-ce que ce procédé vient détériorer les performances mécaniques des tissus? Est-ce que l'ozone dégrade les coloris et la solidité des tissus? Moi, je pense que l'ozone, nous, on a utilisé, à l'ancêtre, on a utilisé l'ozone en milieu aqueux, d'une part pour enlever les colorants sur le textile en fin de vie, et d'autre part pour blanchir le lin, enfin pour enlever la pectine, etc., pour débouillir et ramollir les fibres, hein, c'est ce qu'on peut dire, parce qu'on enlève la pectine et on blanchit. Et oui, en fonction des paramètres qu'on va utiliser, il faut optimiser l'utilisation de l'ozone parce que les hydroxyles sont des radicaux libres très réactifs. Donc, en fait, il faut contrôler. On peut l'utiliser. Il faut bien contrôler la quantité et la durée de l'ozone utilisée. Sinon, ça pourrait venir détériorer justement Oui, ses performances mécanique. mécaniques. Surtout Ok. pour le coton, oui. Ça détériore si on va au-delà de cette limite. Alors moi, j'ai une autre Très bien. question que je pense qu'il faut absolument qu'on vous pose. Que pensez-vous des teintures végétales? Tiennent-elles dans le temps et surtout nécessitent-elles des apprêts supplémentaires afin que la teinture tienne? L'indigo, c'est un colorant naturel. Donc, vous voyez bien que ça tient. Ça tient, par contre, oui, l'indigo, si c'est seul à les colorants naturels. L'indigo, c'est l'un des colorants qui tient bien à la lumière, mais c'est pas 100%. Alors, on a 80%, on a 20% de réduction quand même avec une illumination très, très prolongée. Donc, on a quand même une perte, mais que ce soit le colorant de synthèse, que ce soit le colorant naturel, c'est la même formule chimique, donc c'est à peu près les mêmes solidités de lumière. Par contre, dans les colorants naturels sont multifonctionnels, c'est-à-dire que un seul procédé, vous pouvez apporter par exemple des propriétés antibactériennes, la protection UV, la coloration, ou encore d'autres propriétés. Il y a même des colorants qui sont inifiges, et du coup, en mettant le colorant, on apporte d'autres propriétés. Effectivement, il y a des colorants qui ne sont pas résistants à l'UV, mais il en existe ceux qui sont résistants à l'UV. Et ce qui était mauvais, c'est à l'époque, on utilisait beaucoup des mordants métalliques pour augmenter la solidité au lavage, et ce sont ces mordants métalliques qui constituent un danger. Moi, je vois par exemple, il y a beaucoup de commerciaux qui vendent des colorants naturels et des artisans, les stylistes. Attention, ne travaillez pas dans votre petit coin avec plein d'ions métalliques. Ces ions métalliques ont des effets sur la santé. Même les ions d'aluminium, par exemple, ça peut poser des problèmes de cancer de sein ou d'Alzheimer. Rich, pour l'instant, on n'a pas mis en place toutes les réglementations. Ça arrive étape par étape. Donc, au fur et à mesure, on n'a pas screené. Rich ne peut pas scanner toutes les molécules.
tout ce qu'on utilise, ça vient étape par étape. Et du coup, lorsqu'on veut substituer une molécule, on introduit une autre, mais il faut l'évaluer aussi. Il faut évaluer son impact environnemental et puis ses toxicités ou ses écotoxicités. Voilà. Il faut pouvoir l'évaluer et avant d'utiliser. Bah là, je pense qu'il y a plein de molécules qui vont être encore interdites au niveau des colorants. Mais les colorants, enfin, le naturel, c'est fabuleux. On découvre la nature et il y a plein de choses à découvrir. Plein d'applications possibles. Oui, voilà. Mais attention, dans la nature, on trouve aussi des fruits en mangeant, on peut s'intoxiquer, donc attention. Bien sûr. C'est naturel, ça veut dire que c'est biodégradable, mais ça ne veut pas dire que c'est pas non toxique. Attention. Oui, c'est effectivement une distinction, quelque chose à spécifier. Oui. Adèle, il reste 2 minutes. Est-ce que tu avais d'autres questions? J'ai un petit souci pour afficher les questions. Moi, j'avais peut-être une question de clôture, on va dire ça comme ça. Si vous avez un ordre de grandeur, alors j'essaie de la retrouver, mais c'était sur le pourcentage, de jeans produits dans le monde avec ces nouvelles technologies que vous avez présentées. Alors, on ne va pas vous demander un chiffre exact, mais est-ce que ça représente à peu près... Ah non, je n'ai pas du tout les données, mais par contre, Wrangler, c'est Wrangler. Enfin, il suffit d'aller sur leur site pour savoir quelle est la quantité de jeans qu'ils vont produire. À Chroma, mais je pense que les étiquettes elles sont transparentes. Hein. Enfin, voilà. De plus en plus, par obligation sur les réglementations, c'est sûr. Ouais. Mais moi, en fait, l'année dernière, pendant le Covid, j'avais fait justement un montage de vidéos en utilisant les vidéos disponibles en ligne. Donc, ils sont très transparents sur les technologies utilisées, à part Dipro qui va venir, qui va être utilisé par Khalid Denim. Ils sont assez transparents sur les technologies utilisées, même s'ils ne rentrent pas dans trop de détails théoriques, académiques. Et je pense qu'on peut avoir des données sans problème. Et ensuite, j'utilise ces vidéos pour les étudiants, pour les encourager à comprendre mieux ces technologies. Bah oui, mais comment ça marche? Les scientifiques sont plus curieux. Bah oui, comment ils ont fait? Comment ça se fait qu'on arrive à réduire la quantité d'eau ou d'énergie? C'est pas que le résultat qui compte, mais comment ça marche? Voilà. Voilà. Sinon, si on fait qu'un coup qui est théorique, ça les intéresse pas. Surtout sur les tensioactifs, alors là, tout le monde va fuir. Quelqu'un qui évoquait, peut-être pour conclure, sur une technologie nouvelle, ils ont vu des publications sur Decathlon, sur la technologie dye dope, sur la coloration d'un fil sur deux. Si vous aviez un avis sur cette technique de coloration. C'était Decathlon? C'est Decathlon qui pose la question? Alors, je ne sais pas si c'est Decathlon, mais en tout cas, quelqu'un qui a vu les publications de Decathlon sur la technologie dye dope. Oui, dye dope, c'est teinture en masse, oui. Ça se fait couramment. Par contre, les nombres de couleurs sont restreints. Et il faut faire attention à ce qu'on met parce que au niveau de recyclage, alors si c'est des pigments qu'on va mettre, lorsqu'on fait du dope dyeing, on peut mettre des colorants, on peut mettre des colorants insolubles, on peut mettre aussi des pigments, des nanoparticules. Après, en fin de vie, il faut réfléchir. On a mis ça, qu'est-ce qu'on fait avec? En leston, est-ce qu'on va descendre au niveau de fibres? Est-ce qu'on descend au niveau de polymère? Sachant que demain, c'est déjà fait, il y a un grand chercheur à Toulouse qui a trouvé l'enzyme qui va pouvoir biorecycler tous nos textiles en polyester. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord, et on va finir sur une bonne nouvelle. Quelle note positive. Voilà, j'étais contente d'annoncer ça aux étudiants. Parfait. Ouais, merci beaucoup, Usha, pour cette présentation à la fois technique et puis qui a permis d'apporter un bon panorama, je pense, à nos participants. On vous a proposé un temps assez restreint pour un premier panorama, une première sensibilisation à cette question. Donc, bien évidemment, comme vous l'avez répété dans les réponses à vos différentes questions, il y a plein de choses à aller creuser derrière. Vous nous avez dit que vous serez prête à partager votre support de présentation avec les différentes sources. Donc, n'hésitez pas, quand on passera les slides, à aller creuser un peu plus ce sujet. Et d'ailleurs, pour cela, je vous rappelle, pour les habitués,
que Refashion met à disposition gratuitement et en open source une plateforme qui s'appelle la plateforme Eco-Design, sur laquelle il y a beaucoup de contenu autour de l'éco-conception des textiles et des chaussures. Et puis pour faire le focus du jour, on a par ailleurs une anti-sèche qui évoque la partie des teintures et des apprêts. Donc on parle dans cette anti-sèche succinctement du lavage du jean, de l'ennoblissement, de la teinture, des apprêts. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez aller retrouver aussi sur ce site qu'on met à disposition de tous. Donc, n'hésitez pas, ces webinaires, ils ont pour objectif de vous faire une première introduction au sujet, mais derrière, il faut creuser. Il faut creuser en off et continuer d'approfondir le sujet. Merci Adèle. Pour conclure, on va vous mettre dans l'espace de discussion un court questionnaire de satisfaction qui nous permet, nous, d'avoir un retour sur cette session. Merci encore, Usha, pour cette présentation et votre disponibilité. Le questionnaire est dans le chat. Il vous permet également de suggérer de prochaines thématiques. J'ai vu que quelqu'un réclamait dans le questionnaire, l'espace questions-réponses, un webinaire idéntique uniquement sur les teintures végétales. Enfin, bon, en tout cas, sachez. Voilà, on réclame déjà de nouvelles interventions. Sachez en tout cas que c'est justement à travers ce questionnaire que vous pouvez nous faire remonter justement ce désir de nouvelles thématiques. Le prochain webinaire sera en novembre, prochain webinaire de sensibilisation. On n'a pas encore la date, vous l'aurez très bientôt. Il aura toutefois pour thématique l'affichage environnemental. Ce sera un webinaire pour le coup d'1 heure et demie pour pouvoir permettre de balayer ce sujet ô combien complexe et qui, on sait, soulève beaucoup de questionnements pour les acteurs. Donc, la date sera communiquée très prochainement et partira par les envois mails de Refashion. Voilà. Donc, soyez attentifs. Et merci encore pour votre présence et votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup, Usha, pour votre intervention. Je vois beaucoup de pouces et d'applaudissements dans les emojis. Donc, j'imagine que votre présentation a été très appréciée. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, on a aussi des formations continues à l'ANCET si vous vouliez approfondir. Voilà. Mais sinon, je serais prêt à donner une petite présentation sur les colorants naturels, si vous voulez. Parfait. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne matinée et un très bon lundi matin. Et bonne semaine. Au revoir.